À 20 km du centre de Paris, au milieu d'une jungle urbaine, voici le triangle de Gonesse. 700 hectares d'espace naturel et de terres agricoles, préservés jusqu'ici. Dans quelques années, le groupe Auchan doit y construire Europa City, un énorme centre commercial au milieu d'un nouveau quartier d'affaires. Ce projet, Alain l'Ennuyeux s'y oppose depuis le début. Ce matin, il accompagne Dominique Play, le dernier agriculteur de Gonesse. On va rentrer dans le domaine Europa City, passer ce pont. Voilà. Nous avons devant nous le futur terrain où Europa City souhaiterait s'implanter. Voilà. Donc ici, 80 hectares au milieu, là, qui vont être saccagés. Dominique et sa famille cultivent ces terres depuis 4 générations. Une agriculture qu'il a vu peu à peu disparaître sous le béton. Désormais, ces terres agricoles sont cernées par 2 aéroports, des zones industrielles et des centres commerciaux. Au sud de PSA, regarde, là, c'est le centre commercial au Paris-Nord. Là, c'est 200 boutiques depuis 40 ans avec un centre Carrefour. Bon, ça, c'est bien, ça correspondait à un besoin de la population. Mais si on se retourne quasiment de 180 degrés, on voit Paris-Nord 2 avec Ikea, avec toutes les usines Santerre, Castorama. Et puis, 4 km à vol d'oiseau, c'est Aéroville. Aéroville, 200 boutiques, un complexe de cinéma, c'est complètement débile. Donc, au milieu, entre les deux, ils vont nous mettre ici 500 boutiques de luxe. T'imagines ? Et une piste de ski. C'est complètement fou. Une piste de ski, mais aussi un parc aquatique, un cirque, une salle d'exposition et des magasins de luxe. Plus qu'une zone commerciale, Europa City, c'est le cœur battant d'un futur quartier d'affaires qui s'étendra à terme sur 280 hectares. Une hérésie pour Alain et Dominique. Ben voilà, dans ce champ, on a des pains de maïs exceptionnels. Voilà. La terre, elle a mis des milliers d'années à se faire et eux, en 6 mois de temps, ils vont vous bétonner tout ça et après c'est irréversible, c'est fini. Vous aurez votre béton et après c'est fini. Je ne peux même pas expliquer ce que ça fait, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, horrible. Depuis toujours, les agriculteurs façonnent nos territoires. La France, première puissance agricole d'Europe, c'est à eux qu'elle le doit. Mais à Gonesse comme ailleurs, leurs terres sont menacées. Immeubles, routes, parkings, centres commerciaux. Chaque année dans l'Hexagone, 60 000 hectares de surfaces agricoles disparaissent sous du béton. 20 mètres carrés par seconde. C'est comme si tous les 6 ans, le département du Rhône était rayé de la carte. Pendant 6 mois, nous avons sillonné la France. Pourquoi les terres agricoles sont-elles si souvent sacrifiées ? 30 millions d'euros en ce moment d'investissement privé, que privé, voilà. C'est quand même fondamental. Est-ce que vous n'auriez pas sponsorisé une opération en fait immobilière menée par M. Jean-Michel Aulas? Absolument pas. Quelle est la responsabilité de nos élus et de l'État? C'est pas parce que c'est l'État qui le fait que c'est forcément toujours très bien. On va intervenir, on va retirer votre portail. Ah non, vous n'avez pas le droit. Quelles sont les conséquences? Ils veulent tuer l'agriculture, ils veulent tuer les petits agriculteurs.
Sans l'agriculture, sans les paysans, demain, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on mange? Demain, il sera peut-être déjà trop tard. Notre enquête commence à Saint-Jean-de-Bray, au bord du canal d'Orléans. Depuis quelques années, Decathlon convoite cet immense terrain. La célèbre enseigne de sport veut y construire un village. Un village Decathlon, c'est un concept imaginé autour d'un magasin, de commerce, de bureaux, de restaurants et d'espaces de jeux en plein air. Un village Decathlon, en voici un. Des parkings, une surface commerciale, des activités de plein air, pour tous les goûts et pour tous les âges. Decathlon s'occupe de tout. Pour construire son village, Decathlon veut prélever 16 hectares. Ici, dans cette zone, faite de terres agricoles, de prairies et de bois. Sophie, Laurent et Yannick sont membres d'un collectif opposé à l'implantation de l'enseigne de sport. Moi, je trouve quand même que c'est un endroit qui est très agréable. On est pas mal ici. On peut y faire du vélo. Ouais. On peut déjà y faire des activités. Mais oui. Il y en a qui disent que pour faire des activités, il faudrait un décathlon. Hein, preuve que c'est faux, quand même. Non, il y a déjà de la vie, c'est ça qu'on veut préserver en fait en restant ici. Depuis plusieurs années, ils luttent pour sauver cet espace naturel. C'est un espace de respiration de la ville. C'est ici que la ville respire. C'est pas dans les ruelles, c'est pas dans les commerces et tout. C'est ici qu'il y a la respiration. Toute la diversité biologique, elle est ici et on en a besoin pour vivre. C'est fondamental pour nous. Sophie, Laurent et Yannick nous emmènent près de l'entrée du futur magasin et soudain, ils se retrouvent nez à nez avec des chevreuils. Ce sont des chevreuils qui sont sur le parking, quoi. On est en plein sur les parkings là. Oui, on est sur les parkings là. Ouais, regarde là, c'est Ouais. magasin Decathlon, puis après t'as des parkings. Ouais. À la limite des zones commerciales. Et oui. Il y a de la vie, franchement, mais. Et oui. Et c'est ça qu'on veut supprimer. Voilà. Ce terrain cache aussi un autre petit trésor écologique. Une zone humide. Une zone humide. Avec ma tarière, je peux vous montrer ce que c'est que la zone humide. Grâce à ces 20 premiers centimètres, on assure une fonction d'épuration et de régulation des flux. C'est-à-dire que quand il pleut, l'éponge se gonfle. Donc l'eau, au lieu de ruisseler, elle est absorbée par le terrain et ensuite elle s'en va tout doucement. Si vous bétonnez ici, qu'est-ce qui se passe? Ce sont imperméabilisation totale du sol, on détruit la zone humide. Il y a eu des inondations parce qu'on supprime partout les zones humides. Et malgré tout ça, nos décideurs continuent à vouloir bétonner et supprimer ces territoires qui sont fondamentaux pour la vie des groupes sociaux et notamment des groupes urbains. À Saint-Jean-de-Bray, la protection de l'environnement n'a pas pesé lourd face à Decathlon. Mais alors comment l'enseigne de sport a-t-elle réussi à mettre la main sur ces terrains? Ses responsables ont refusé de répondre à nos questions. Nous avons donc donné rendez-vous aux plus fervents défenseurs du projet. David Tiberge est le maire de Saint-Jean-de-Bray. Sa priorité à lui, c'est l'emploi et le développement économique de sa commune. Le bâtiment Decathlon, il est là. Voilà, par là. Il est là. Alors on va le planter. Voilà.
Voilà. Sur un aménagement de 16 hectares, il y a 8 hectares ouverts gratuitement au public. Vous prenez n'importe quelle implantation économique, n'importe laquelle, il n'y a jamais ça. Et pour nous, une des préoccupations, c'est la création d'activités économiques et donc de l'emploi. C'est un projet qui, à terme, devra créer 240 emplois. Les 240 emplois dont vous parlez, est-ce qu'ils vous ont signé un engagement écrit sur 240 emplois? Est-ce que vous êtes sûr de ça? L'objectif, c'est 240 et on aura 240. Pour attirer Decathlon, le maire de Saint-Jean-de-Bray a proposé à l'enseigne des terrains qui appartenaient à la mairie, à un prix défiant toute concurrence. Voici comment. C'est la règle. Pour vendre des terrains communaux, un maire doit toujours les faire évaluer par France Domaine, un service de l'État. À Saint-Jean-de-Bray, l'estimation est réalisée alors que les terrains sont inconstructibles, donc peu chers. Le prix retenu, 2,40 € le mètre carré. La promesse de vente est établie. Et le maire n'a plus qu'à modifier le PLU, le plan local d'urbanisme, pour rendre ces terrains inconstructibles, constructibles. C'est simple, imparable et tout à fait légal. Pourtant, le maire de Saint-Jean-de-Bray n'assume pas. Quand on vend des terrains, la ville, ou quand on les achète, on doit demander ce qu'on appelle l'évaluation des domaines. Et donc, on a vendu au prix des domaines, soit 2,4 € le mètre carré. Okay, donc, mais quand les domaines sont passés pour faire leur évaluation, c'était encore des terrains non constructibles. Vous avez bien dû changer le PLU non. Pour les rendre constructibles. Non. Mais c'est dans les faits, quand on regarde la chronologie, c'est bien ce qui s'est passé. Bah non. C'est-à-dire qu'on était sur une zone d'aménagement futur, donc une zone 2AU. Avant, on était une zone 2NA. Avant, quand c'était le POS. Quand on est passé au PLU, on est passé en zone 2AU. C'est-à-dire... Le maire de Saint-Jean-de-Bray n'est pas très clair. Alors pour comprendre, revoici le plan local d'urbanisme. Avant le projet de Decathlon, ces terrains étaient bien classés en zone 2AU, c'est-à-dire inconstructibles. En 2014, le conseil municipal modifie le plan local d'urbanisme. C'est du sur-mesure. Les terrains du futur village Decathlon, et eux seuls, deviennent constructibles. L'enseigne de sport vient de s'offrir des terrains constructibles quasiment au prix de la terre agricole, réalisant ainsi de belles économies. C'est ce que va nous confirmer le fonctionnaire de France Domaine, qui a réalisé l'évaluation des terrains lorsqu'ils étaient inconstructibles. C'était pas cher à l'origine, ben j'y peux rien moi. J'invente pas les prix. On me demande d'évaluer un chameau, j'évalue un chameau, pas un cheval de course. Si vous aviez dû évaluer un cheval de course, c'est-à-dire des terrains constructibles, est-ce que le prix aurait été différent? Sans doute beaucoup plus. Si vous changez la donne, bien sûr qu'on reconsidère le prix. On va être dans l'agglo à 20, 30 € maxi. 20 ou 30 €, soit 10 fois plus que le prix fixé. Ainsi, la mairie ferait économiser au moins 2 millions d'euros à l'enseigne de sport. Le maire de Saint-Jean-de-Bray a-t-il bradé les terrains de sa commune au profit de Decathlon? Cette question, nous ne sommes pas les seuls à nous la poser. Sylvie, ah oui, ça y est, ça marche. En ce jour de conseil municipal, ses opposants au projet sont venus chercher des réponses. Pour détendre l'atmosphère, ils préparent une courge partie. Une petite soupe en échange d'explications. Arrivée des premiers élus. Pas pour lui. Monsieur, madame Vernou, une petite soupe. Oh, c'était pour vous. Pas pour l'adjoint à l'urbanisme non plus. Le seul à prendre un verre de soupe, c'est ce conseiller municipal d'opposition. Je sais pas s'il y a du beau monde, mais il y a du monde. À la vôtre, hein. Mais lui aussi est favorable au projet. Bon, et votez contre maintenant. Comment? Faut voter contre. Enfin, je sais pas, non, ça nous est difficile de voter contre. Parce que c'est quand même... ça va créer de l'emploi.
dans la C'est zone. difficile de vous laisser dire que ça va créer des emplois quand on sait qu'on va remplacer des petites surfaces et des moyennes surfaces par une grande surface. C'est-à-dire que pour le même chiffre d'affaires, vous allez employer moins de personnes. Donc forcément, oui, le non, solde mais va être attendez, négatif. attendez, ça c'est ce que vous dites actuellement. Opposition et majorité municipale, emmenée par le maire de Saint-Jean-de-Bray, se sont donc unis pour défendre le village Décathlon. Une petite soupe. Allez, pour le souvenir. Vous ne rentrez pas comme ça au conseil municipal. Non, 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 non. Je voulais vous interpeller sur le prix des terrains, monsieur le maire, car nous avons fait notre petite enquête. Et voilà, on trouve que 2,40 € c'est toujours inadmissible. Non, non, mais L'adjoint à l'urbanisme et le maire demandent au collectif de quitter les lieux. Je vous demande officiellement de cesser cette intrusion. La confrontation entre les membres du collectif et les élus va durer une dizaine de minutes. pourquoi ne pas avoir refait une estimation des domaines une fois que le... Nous sollicitons alors le maire, mais il refuse de répondre à nos questions. Je vais vous montrer des petits documents, monsieur le maire. Non, mais non, maintenant vous quittez. Je vais vous montrer Non, quelque non. chose. Monsieur le maire, Moi, je vais vous montrer quelque expulser chose. Manu Militari. Regardez, Je vais vous montrer... Monsieur le maire, je vais vous montrer des documents. La Regardez. police est là, on va les faire rentrer. Nous tentons de remettre au maire les documents de notre Monsieur le maire, je enquête. vous donne des documents. Je voudrais vous apporter des précisions. Mais il refuse une nouvelle fois. La police est là. Parce que la préfecture a autorisé la manifestation. Non, non, mais... Les membres du collectif décident d'attendre la fin du conseil municipal pour interpeller de nouveau leur maire. Mais la réunion va se prolonger tard dans la nuit. Monsieur le maire, on vous a attendu 3 heures. Vous pouvez nous adresser 5 minutes. C'est notre patrimoine, celui de nos enfants. Vous pouvez nous répondre pourquoi vous avez vendu des terres à un prix de terrain non constructible alors que sont constructibles maintenant? Pourquoi moi, propriétaire, je n'arrive pas à avoir une modification de PLU en fait? Au même titre que je... Protégé par la police municipale, le maire se retranche dans sa mairie. Vive nos champs autour d'Orléans. Biodiversité, nature, santé, il faut les préserver. Après 4 ans de bagarre, des recours administratifs en pagaille, le village Décathlon n'est pas encore sorti de terre. Le maire de Saint-Jean-de-Bray, lui, espère voir débuter les travaux avant fin 2017. Vous regardez ce film depuis 20 minutes. Juste le temps qu'il a fallu pour voir disparaître 2,5 hectares de terres agricoles sous du béton. Soit l'équivalent de 4 terrains de football. En France, depuis les années 80 et la loi sur la décentralisation, ce sont les élus locaux qui ont la haute main sur l'urbanisme. Et donc le pouvoir de protéger ou de sacrifier les terres agricoles. Dans la région de Lyon, comme à Saint-Jean-de-Bray, des élus et des industriels ont conjugué leurs efforts pour favoriser des intérêts privés. Cette fois-ci, l'objectif fut la construction d'un stade, le Grand Stade de Lyon. Janvier 2016. Jean-Michel Aulas, le président du club de foot de l'Olympique lyonnais, inaugure son stade, le Stade des Lumières, 60 000 places. Dans son sillage, Gérard Collomb, le maire de Lyon, son plus fidèle supporter. Les deux hommes sont particulièrement émus. Premier match de l'OL dans un stade flambant neuf. Le public lyonnais apprécie. Dans les coulisses, Gérard Collomb, le maire de Lyon, jubile. C'est formidable. Vous avez vu, je crois que le stade a été adopté par les Lyonnais de manière immédiate. C'est quelque chose d'extraordinaire. Aulas, Collomb, c'est un tandem qui fonctionne? Oui, c'est un tandem qui a fonctionné depuis 10 ans, puisque cela fait exactement 10 ans que nous avons lancé ce projet. 10 ans après, on récolte les fruits de nos efforts. Ce ne fut pas toujours facile,
Mais aujourd'hui, pour nous, c'est un grand sujet de fierté que d'avoir réalisé ce stade. Pour célébrer ce nouveau stade, l'Olympique lyonnais s'est offert la star américaine will.i.am. « 40 minutes de concert privé, rien que pour les fans du club. Il est 22 h. Jean-Michel Aulas a réussi son pari. Le président du club est aux anges. Vraiment, c'est un moment inouï dans ma carrière. Je pense que c'est peut-être, c'est dur à dire peut-être pour ma famille, mais c'est peut-être le plus beau jour de ma vie. Voilà. Jean-Michel Aulas n'est pas que le président de l'Olympique lyonnais. Merci beaucoup à tous. Avec 35% du capital, il en est aussi l'actionnaire majoritaire. Jean-Michel Aulas possède donc un stade, mais aussi bientôt un complexe immobilier, le Parc Olympique Lyonnais. Avec un hôtel, un centre de loisirs, des immeubles de bureaux et une clinique du sport. Comment et grâce à qui ce projet a-t-il pu voir le jour ? Il y a 10 ans, le site du Grand Stade ressemblait à ça. 50 hectares de terres agricoles qui appartiennent alors en grande partie à la métropole de Lyon. Une aubaine pour l'Olympique lyonnais. Celui qui s'est occupé du dossier pour le club, c'est le bras droit de Jean-Michel Aulas, Gilbert Giorgi. Ce promoteur immobilier a accepté de nous recevoir dans ses bureaux. Entrez, je vous en prie. En 2006, Gilbert Giorgi se met en quête de terrain pour construire un nouveau stade. Le maire de Lyon fait alors une proposition au club. Quand on est allé sur place avec Gérard Collomb en août 2006, il nous a dit voilà, tout ça appartient à la collectivité, et donc venez ici. Bon, j'ai dit ok. Est-ce que vous aviez un accord tacite avec M. Collomb sur la vente des terrains, et si oui, depuis quand en fait? Si vous voulez, quand il nous a emmenés voir le terrain, il était bien entendu convenu qu'il nous les vendrait. En août 2006, on n'a pas du tout parlé de prix. On n'en était pas du tout à ce détail-là, même si ce n'est pas un détail. Mais alors, quand Gilbert Giorgi a-t-il parlé prix avec les élus? Le promoteur fouille dans ses archives et retrouve la mémoire. À partir de 2007, j'ai dit aux gens de la métropole combien vous demandez les terrains. J'ai mis la pression à un moment donné pour avoir un engagement. Parce que moi, j'avais besoin, pour monter le financement avec les banques, d'un ordre de grandeur. Gilbert Giorgi nous montre alors cette lettre. Elle établit que dès 2009, la métropole de Lyon et le club ont évoqué un prix aux environs de 40 € le mètre carré. D'accord. Vous pourriez me faire une copie de cette lettre éventuellement? Non, ça m'embête. Au moins, j'en aurai une trace. Hein? Comme ça, j'en aurai une trace. Oui, oui, mais bon, c'est une lettre voyez, qui a été adressée à l'Olympique lyonnais. Elle n'a pas à être dans la nature, quoi. Si Gilbert Giorgi refuse de nous communiquer cette lettre, Je vous en prie. c'est peut-être parce qu'elle prouve que dès 2009, un pacte a été scellé sur le prix des terrains, autour de 40 € du mètre carré. D'ailleurs, c'est ce même prix qui sera retenu en 2011, lors de l'estimation officielle des terrains. Pourquoi? Parce que ces terrains sont toujours inconstructibles. Une fois la promesse de vente réalisée, les élus de Lyon vont changer le plan local d'urbanisme. Et fin 2011, les terrains inconstructibles deviennent constructibles, à 40 € du mètre carré. À Lyon comme à Saint-Jean-de-Bray, les terrains communaux ont ainsi été bradés pour satisfaire des intérêts privés. Des opérations tout à fait légales.
Et ce n'est pas tout. Nous étions sur la position de l'hôtel, donc... Pour boucler l'opération du parc olympique lyonnais, Gilbert Giorgi a besoin de 3 hectares au cœur du projet. Ces terres agricoles appartiennent à un particulier. Mais cette fois-ci, le promoteur va devoir les payer beaucoup plus cher. Les terrains sont devenus constructibles et le propriétaire ne va pas lui faire de cadeau. Ces 3 hectares, il va les vendre au club pour la somme de 4 873 650 €, soit 150 € du mètre carré. Nous montrons l'acte de vente à Gilbert Giorgi, qui confirme. Je pense que j'avais récupéré ça. C'est ça, hein, cette vente-là. 150 €, tout à fait. 150 € du mètre. C'est le dernier terrain qui nous manquait. 150 €, c'est quand même plus cher que 40. Moi, j'ai fait un petit calcul. Si on prend le prix à 150 € du mètre carré, vous auriez dû débourser 75 millions d'euros. Et l'opération non se serait 20 pas... ou 20-25. Et du coup, cette opération serait faite? Elle ne se serait pas faite. C'était impossible. On n'avait pas les moyens sur l'opération d'absorber 50 millions d'écart. Sans M. Colomb, sans ses efforts, pas de stade. Mais c'est, j'allais dire, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Voilà. Aujourd'hui, c'est sûr que si Gérard Collomb ne soutient pas le projet du stade, on ne le fait jamais. Hein. Mais alors pourquoi le sénateur-maire de Lyon aurait-il fait réaliser des millions d'euros d'économies à l'Olympique lyonnais en lui vendant des terrains à bas coût? Nous sommes allés lui poser la question dans son bureau, à la mairie de Lyon. Allez, vous me dites quel endroit? Là, comme ça? Là, vous êtes pas mal. Gérard Collomb conteste tout cadeau fait à l'Olympique lyonnais. Grâce à la métropole, l'OL a pu acheter 50 hectares de terre à 40 €, des terrains constructibles au prix de terres non constructibles. Non, vous avez une zone constructible pour le stade, vous en avez une autre pour des terrains d'entraînement. Ce que vous avez de constructible ici, c'est un hôtel, c'est des bureaux et c'est un centre de loisirs. Point final. Monsieur Aulas a quand même fait un achat de terrain à 15 à 20 millions d'euros, ce qui est quand même très peu cher. C'est vous qui le dites. Bon. C'est pas un cadeau? Ce n'est pas un cadeau. Est-ce que vous n'auriez pas sponsorisé une opération en fait immobilière menée par monsieur Jean-Michel Aulas? Absolument pas. Et pour arriver à trouver des partenaires qui construisent ce type d'équipement, il faut vraiment chercher beaucoup et avoir des gens de qualité. Pour faire sortir de terre au plus vite le grand stade, le baron socialiste n'a pas simplement œuvré au niveau local. Le sénateur-maire de Lyon a également manœuvré au niveau national. Son objectif, faire que ce projet 100% privé soit reconnu d'intérêt général par l'État, pour faciliter toutes les procédures. Nous sommes en 2008. Dans le cadre d'une loi sur les investissements, Gérard Collomb propose cet amendement. Les enceintes sportives destinées à recevoir des manifestations organisées par une fédération seront déclarées d'intérêt général. La proposition est rejetée par le gouvernement de François Fillon. Mais en coulisses, Gérard Collomb ne désarme pas. Et 1 an plus tard, le gouvernement finit par accepter son amendement, intégré dans une loi sur le tourisme. Nous en venons à la discussion de l'article 13 ter. Le premier intervenant, Madame Marie-Georges Buffet. Vous avez la parole, Madame. Merci, Monsieur le Président. Marie-Georges Buffet, ancienne ministre des Sports, va dénoncer un cavalier parlementaire. Un article taillé sur mesure pour le grand stade qui n'aurait rien à voir avec la loi sur le tourisme. On nous parle beaucoup d'intérêt général dans ce cavalier. Porte-t-il l'intérêt général? J'ai plutôt l'impression qu'il porte un projet qui pourrait nous amener à avoir demain des stades privés entourés de centres commerciaux, d'hôtels. J'ai vu des projets dans la région de Lyon. Vous voyez, il y a plein de questions qui sont liées à ce petit article dans une loi sur le tourisme. L'article 13 ter reprend quasiment mot pour mot l'amendement rédigé 1 an plus tôt par Gérard Collomb lui-même. Les enceintes sportives destinées à permettre l'organisation de manifestations par une fédération
sont déclarés d'intérêt général. Sauf que cette fois, l'article va beaucoup plus loin et engage les finances publiques. Les collectivités territoriales peuvent réaliser des ouvrages nécessaires au fonctionnement et à la desserte des installations. Pour Marie-Georges Buffet, on nage en plein conflit d'intérêts. J'ai l'impression qu'ils visent tout simplement, l'air de rien, un soir comme ça, dans une loi sur le tourisme, à passer de la logique actuelle d'investissement public à une logique de financement privé qui va engager profondément les collectivités territoriales qui seront amenées à assurer les frais de desserte, de voirie, d'équipements qui pourraient être entièrement privés. Un député UMP, élu du Rhône, prend également la parole pour s'opposer au texte. Savez-vous combien M. Aulas a besoin pour faire son stade à Dessines? 250 millions d'euros d'argent du contribuable pour réaliser son opération qui coûtera plus de 500 millions d'euros. Ce qui veut dire qu'on utilise bien de l'argent public pour un équipement privé qui appartiendra à terme au seul privé. C'est la raison pour laquelle je demande la suppression de cet article 13 ter. Je vous remercie. Merci, monsieur Meunier. Mais la grande majorité de l'UMP soutient le projet de loi. Alors s'agissant du débat qui nous anime ce soir, moi je suis convaincu que la France a besoin de grands stades. La France a besoin de ces grands stades pour organiser de grands événements et que l'on ait associé cet amendement à ce texte ne me choque en aucune manière. Et je le dis très sincèrement. Unis sur ce dossier, l'UMP et le Parti socialiste valident le texte. Si le groupe socialiste avait voulu se mobiliser, vu la force qu'il représente, bien évidemment qu'il aurait pu faire échouer cet amendement. Ce qui n'a pas été le cas. Non. Moi, j'ai toujours un sentiment un peu de mal-être quand j'ai l'impression qu'on est dans les arrangements entre amis. Voilà. C'était le cas ce soir-là? Oui, c'était le cas ce soir-là. C'était le cas ce soir-là. Au Sénat, le vote de la loi est une formalité. Gérard Collomb remporte une victoire par KO. Le grand stade peut désormais être reconnu d'intérêt général. Les expropriations accélérées et ses accès financés par la métropole de Lyon. Un autre événement va lui aussi permettre de lancer le chantier du grand stade au plus vite. En mai 2010, c'est Michel Platini qui l'annonce. La France remporte l'organisation de l'Euro de football 2016. Le grand stade de Lyon n'est pas indispensable pour l'Euro. Mais dès lors, l'État va soutenir sans réserve le projet. La chance, c'est qu'à cause de l'euro, toute la procédure s'est accélérée. Quand vous avez l'État avec vous, même si tout le monde est à égalité devant la justice, je peux vous dire, quand vous avez... Voilà, c'est pas tout à fait pareil. Surtout en termes de délai. Nous, le problème des recours, parce qu'on a eu 104 recours, le problème, c'est le délai. Et les gens, ils allaient nous tuer sur les délais. La chance, c'est qu'à cause de l'euro, toute la procédure s'est accélérée. En mai 2011, le Grand Stade, projet 100% privé, est reconnu d'intérêt général. Et désormais, rien n'arrêtera plus la machine de l'État. La métropole de Lyon et l'Olympique lyonnais vont boucler les travaux du stade et ses accès en à peine 3 ans. Quand nous rencontrons Philippe Laya, le parc olympique lyonnais vient tout juste d'ouvrir ses portes, à 1 kilomètre de là. Les nouvelles sont bonnes? Dans les coulisses du parc olympique lyonnais. Inquiétude chez des supporters qui n'ont pas encore reçu leur abonnement. Vous le trouvez comment ce stade? C'est un projet complètement utopique, chimérique et démesuré. Vous lui en voulez à M. Aulas? C'est
C'est surtout les pouvoirs publics, quoi. Cet agriculteur et sa famille sont installés dans cette ferme depuis 4 générations. En mai 2012, la métropole de Lyon l'exproprie pour construire une route d'accès au stade. De quel droit on peut déposséder des gens de leurs biens? De quel droit? Le 1er septembre 2014, tout bascule. Devant sa propriété, des forces de police et des engins de chantier. La métropole de Lyon lance officiellement les travaux d'aménagement de la route. On va intervenir, on va retirer votre portail. Ah non, vous n'avez pas le droit. Non, vous n'avez pas l'autorisation à la décision de justice. Écoutez, madame, si on le fait, c'est qu'on est en droit de forcer le passage. Vous forcez le passage. Si Philippe Laya proteste, c'est que selon lui, l'expropriation n'a pas lieu d'être. L'arrivée sur les lieux de son avocat ne change rien. Monsieur, vous n'avez pas le droit sans autorisation. Et là, vous êtes sur une propriété privée, là. Non, regardez. Étienne Tête s'interpose, car il est persuadé que l'opération est illégale. À l'époque, la justice vient d'annuler la déclaration d'utilité publique qui autorise les travaux. Vous avez un acte qui autorise des travaux, vous l'annulez. Les grands principes du droit public, c'est que dès que l'acte est annulé, on doit tout arrêter. C'est ce qui se passe pour tous les citoyens français dans toutes les affaires qu'ils ont connues de leur vie de droit public. Eh bien, pour le seul cas de M. Laya, on a fait une jurisprudence spécifique qui dit que ça n'interrompt pas les travaux. Et donc, les travaux ont pu continuer sur ces terrains alors que la déclaration d'utilité publique était annulée. Les travaux avancent, et vite. Et au bout de quelques semaines, les terrains de Philippe Laya sont coupés en deux. Ils disparaissent rapidement sous une langue de bitume. Le quotidien de l'agriculteur et de ses moutons est bouleversé. Les engins s'arrêtaient de temps en temps pour faire passer les moutons qui allaient, qui venaient. J'ai perdu beaucoup de moutons. Les brebis, elles se sont avortées. Elles ont fait des petits, elles les ont abandonnés. Voilà, donc des animaux qui sont perturbés, qui sont stressés, qui mangeaient de la terre. Et une fois que la route elle a été posée, bon bah après, voilà, donc ils ne pouvaient plus faire machine arrière. Désormais, la route d'accès au stade coupe la prairie de ses moutons en deux. Pour traverser sa propriété, l'agriculteur est aujourd'hui obligé d'emprunter ce passage piéton, situé à 150 mètres de son portail. La partie du bas m'appartenait. La partie où ils ont fait la Voie Nouvelle m'appartenait. Donc j'étais spolié, volé par le Grand Lyon. Tout ça pour l'accès au grand stade de M. Aulas, qui est privé. Ça n'a rien à voir avec le Grand Lyon, avec la collectivité qui doit payer. En tout, la métropole de Lyon a pris 7 hectares de terre à Philippe Laya. En échange, elle lui a fait une proposition d'indemnisation à 1 € du mètre carré. C'est 40 fois moins que le prix proposé à d'autres expropriés pour le projet du grand stade. Pourquoi vous n'avez pas accepté la proposition financière de la métropole? Pourquoi je vais accepter l'inacceptable? Personne ne m'oblige, on est en démocratie.
Ça signifie quoi pour vous cet argent, cette proposition d'argent? Ça signifie rien du tout. Ça signifie que c'est pas pour ça qu'on va acheter mon silence et qu'on va m'acheter. Je suis pas à vendre, j'ai rien demandé. Bah bien sûr que c'est une injustice. C'est une grosse injustice. C'est une grosse escroquerie. Philippe Laya a déposé plusieurs recours en justice. Mais la route, elle, est définitivement là. Ces prairies n'ont pas été les seules à disparaître sous le bitume. Le grand stade et ses accès ont englouti 140 hectares de terre. Dans le tramway ce matin-là, nous retrouvons Jean Murard. Cet expert comptable à la retraite appartient à un collectif d'associations opposées au grand stade. Il tient à nous faire visiter le parking des Panettes, situé à 5 km du stade. Alors ce parking, au total 3800 places, 600 places ici qui sont ouvertes à une utilisation quotidienne, et puis l'autre parking qui est ici, qui fait 3200 places, qui a été créé de toutes pièces. Et ce parking-là est uniquement réservé pour les matchs de l'OL. Ce parking est géré par l'autorité des transports de Lyon, le Citral, entièrement aménagé sur des terres agricoles. Il n'est ouvert que pour certains matchs. Il suffit de sortir la convention qui a été signée en décembre entre le Citral, l'autorité organisatrice des transports à Lyon, et l'OL. Et on voit très bien que lorsque le stade est quasiment plein à 100% ou à 80%, le parking des Panettes a vocation à servir. Et en dessous, dans la convention passée entre l'OL et le Citral, il n'est pas ouvert. Autrement dit, en dessous de 41 300 spectateurs, le parking des Panettes reste fermé. Ce parking a remplacé 19 hectares de terres agricoles, coûté 21 millions d'euros d'argent public et ne servira, selon nos calculs, qu'une vingtaine de fois par an. C'est ni justifié en termes environnementaux, où on artificialise finalement des surfaces très importantes, et puis c'est un gaspillage d'argent public qui était tout à fait anormal. Le soir de notre tournage, l'Olympique lyonnais recevait Bordeaux. 25 000 spectateurs présents. Et le parking des Panettes était bien fermé. Le lendemain matin, Jean Murard décide de retourner au grand stade, toujours en tramway. Ce qu'il veut nous montrer, c'est un autre investissement public, injustifié selon lui. Une ligne de tram construite spécialement pour le stade. Vous voyez, ce petit débranchement en pointillé, c'est un débranchement qui est destiné à marcher, on va dire, 25 à 30 fois par an pour les matchs de l'OL et puis pour quelques spectacles uniquement. Aujourd'hui, pas de match. Le débranchement n'est pas en service. Voilà, débranchement, là voilà. Pour le voir, une seule possibilité. La marche à pied. Jean Murard va nous y mener, en compagnie d'André, lui aussi opposé au projet. Bonjour, vous allez bien? Bonjour. Après 15 minutes de marche, nous arrivons au débranchement. Ici, d'autres terres agricoles ont disparu. Alors ici, il y avait des champs qui appartenaient donc à des propriétaires privés, évidemment. Et là, ils ont été expropriés pour construire ces voies.
Et il faut savoir quand même que ce débranchement est certainement celui qui coûte le plus cher au kilomètre. C'est-à-dire, pour faire 600 mètres de voie, je crois que ça coûte 70 millions. Oui, enfin, y compris les terminus. Y compris les aménagements, y compris pour le faire débranchement. Fonctionner le système. C'est 70 millions d'euros. Voilà, il ne suffit pas d'arriver au stade, il faut aussi les terminus. Donc c'est la ligne la plus chère du monde. 600 mètres, 70 millions d'euros. Pour fonctionner 35 jours par an. La métropole de Lyon a-t-elle réellement dépensé autant d'argent pour ce débranchement? Nous vérifions. En novembre 2015, l'autorité des transports de Lyon publie un chiffre dans un communiqué de presse. Le coût du débranchement et des aménagements associés s'élève à 33,7 millions d'euros. Mais en cherchant bien, nous sommes tombés sur un document interne de l'autorité des transports. Jamais distribué à la presse. La totalité des investissements s'élève en fait à 76 millions d'euros. Plus du double du chiffre officiel. Et l'État a versé une prime de 4 millions d'euros au titre du Grenelle de l'environnement. Une ligne de tramway, des voies de bus, des routes, des parkings. Pourquoi la métropole de Lyon a-t-elle dépensé autant d'argent public pour le grand stade? Nous avons posé la question à Gérard Collomb, le sénateur-maire de Lyon. Vous avez investi énormément d'argent. Est-ce que vous savez combien la métropole a déboursé pour payer les accès au stade, les routes? 200 millions d'euros. Oui. Est-ce que ça vous paraît une somme importante, peu importante, justifiée pour... Les chiffres sont là, c'est 200 millions d'euros qui sont dépensés par la puissance publique pour la construction d'un stade qui va procurer du travail aujourd'hui à 1500 personnes. C'est comme cela que l'on développe l'économie à Lyon, cher monsieur. Et c'est pour ça que l'on réussit. Et c'est pour ça que... Et c'est pour ça que les Lyonnais me font confiance et que je suis réélu pour la 3e fois. Et c'est pour ça que vous avez dû donner un coup de pouce à M. Aulas pour son stade. Voilà, on va peut-être s'arrêter là si vous voulez bien. Merci. Monsieur, regardez l'investissement pour le tram. Merci. Pour le tram. Non mais bon, allez-y. Monsieur Collomb, le tram a coûté 76 millions d'euros. Est-ce que c'est justifié selon vous? Monsieur Collomb, c'est des investissements publics qui sont importants. Arrêtez votre caméra et... Une de nos caméras continue de tourner alors que le maire de Lyon revient dans son bureau. Bon, si vous voulez bien démontrer le matériel, j'ai besoin de travailler. Monsieur le maire, c'est des questions qui sont légitimes et que beaucoup de Lyonnais se posent et des Français se posent. Qui sont légitimes. L'un des assistants de Gérard Collomb éteint alors subitement notre caméra. Plus d'images, ni de son. Nous voici arrivés à 50 minutes du film. Juste le temps qu'il a fallu pour voir disparaître 6 hectares de terres agricoles sous du béton. Soit 9 terrains de football. À ce stade de l'enquête, nous avons voulu savoir ce que faisait l'État pour défendre les terres agricoles. Il y a le message officiel, diviser par 2 la consommation de terres agricoles d'ici à 2020. Et il y a la réalité. Nous nous sommes adressés au ministère de l'Agriculture. Mais personne n'a voulu nous répondre. Peut-être parce que c'est le ministre lui-même qui s'est opposé à une mesure qui aurait pu protéger le foncier agricole. Ça s'est passé ici, au Sénat, en 2014. La séance est reprise à l'article 12 ter. Très rapidement, Monsieur le Président, chers collègues. Didier Guillaume, sénateur socialiste de la Drôme, veut inscrire dans la loi d'avenir sur l'agriculture une mesure inédite, la compensation agricole. Son idée, compenser en nature chaque hectare bétonné. Lorsqu'on prend un terrain, on le compense par un autre terrain. Si nous rentrons dans la loi d'avenir sur l'agriculture cet article 12 ter
qui indique pour la première fois dans une loi la compensation agricole, je pense que là encore, la Haute Assemblée s'honorera d'avoir avancé dans le pragmatisme au service des agriculteurs et surtout au service des terres et du foncier. Merci. Ça n'a l'air de rien. Mais pour le monde agricole, son amendement est une petite révolution. Ce qui m'importait, et ce qui nous importait, nous, les sénateurs, c'était plusieurs choses. Un, c'était le symbole. Le symbole, on annonce une compensation agricole, elle est indispensable. Deuxièmement, c'était une mesure nouvelle. Nous devons dire que pour l'agriculture, les agriculteurs ne peuvent pas toujours être les sacrifiés du monde économique. Sans l'agriculture, sans les paysans, demain, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on mange? C'est un bon amendement. La grande majorité des sénateurs soutient la proposition de Didier Guillaume. Il a dit il y a quelques instants. Monsieur le ministre, quel est votre avis sur ces amendements? Quand Stéphane Le Foll prend la parole. Monsieur le rapporteur, messieurs les sénateurs et sénatrices, sur ce sujet de la compensation agricole. En quelques phrases, le ministre de l'Agriculture va tuer cette proposition, pourtant venue de son propre camp. Comment on fait en Île-de-France pour compenser la perte des surfaces agricoles en recréant des surfaces agricoles? Vraie question. Où le fait-on? Est-ce qu'on est capable de le faire dans les mêmes endroits? La difficulté est immense. Donc, je vois tout à fait l'objectif. Et en même temps, compte tenu des difficultés que je viens d'évoquer, il est compréhensible, et vous le comprenez, que pour le gouvernement, il ne puisse pas être possible de donner un avis favorable à cet amendement. L'amendement sur la compensation agricole a ainsi été enterré par le gouvernement. Pour ce spécialiste du monde rural, l'État n'a pas été à la hauteur des enjeux et a manqué un virage symbolique. Dire on va compenser les terres que vous nous avez fait perdre en mettant votre rond-point, votre lotissement, votre centre commercial, symboliquement ça aurait été important, ça aurait montré qu'on ne peut pas tout faire et que la terre agricole a de toute façon une valeur. Le problème c'est que la seule valeur qui compte c'est ce que l'on a bâti. La terre agricole n'a de valeur que si elle est en gros recouverte de macadam. C'est tout. Mais changer ça, c'est changer toute notre culture de la propriété, toute notre culture de l'aménagement du territoire. Et ça, c'est pas gagné. Ce constat est visible un peu partout en France. Comme dans la Brie, au cœur du département de la Seine-et-Marne, à 40 km au sud de Paris, parmi les meilleures terres cultivées d'Europe. Ici, le principal propriétaire de ces terrains, c'était l'État. Jusqu'à ce que ces 180 hectares soient vendus à un aménageur pour y construire une zone industrielle. Ce hangar de 70 000 m², soit 7 hectares, construit au cœur de cette zone agricole, accueillera prochainement la plateforme logistique d'un groupe Internet. Nous avons demandé à la SAFER de venir sur les lieux. Cet organisme public a notamment pour mission de défendre les terres agricoles. Son président découvre la zone pour la première fois. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est gaspillage. Je pense qu'aujourd'hui, quand on écoute le message de l'État, qui est le message que tout le monde devrait entendre, il faut diviser par 2 la consommation de foncier agricole dans notre pays. Consommer à cet endroit-là, je trouve que c'est pas très légitime. Sauf que c'est l'État qui est propriétaire et c'est l'État qui brade les terres agricoles ici. C'est pas parce que c'est l'État qui le fait que c'est forcément toujours très bien. Je trouve que c'est dommage et que ça va à l'encontre des messages qu'on passe régulièrement qui vont vers la protection du foncier agricole et la densification. Cette logistique, c'est quand même un truc de fou. Face à l'État et aux élus, la SAFER n'a en réalité quasiment aucun moyen de s'opposer à ce genre de projet. La SAFER a comme possibilité d'intervenir dans les terrains agricoles. Et quand on est, comme ici, dans une zone industrielle,
Le zonage a été changé et il a une classification qui n'est plus agricole ou naturelle et la SAFER ne peut pas intervenir. Donc là, il est trop tard. Là, il est clairement trop tard. Là, on est vraiment sur du gaspillage. Un gaspillage qui ne ferait que débuter. Car sur ces terres aujourd'hui cultivées, surgiront bientôt d'autres bâtiments logistiques. À ce rythme-là, 2 millions d'hectares de terres agricoles seront rayés de la carte d'ici à 2050. C'est l'équivalent de la superficie des Landes et de la Gironde réunies, les deux plus grands départements français de métropole. Les terres agricoles françaises disparaissent inexorablement, avec des conséquences insoupçonnées et irréversibles. Grignoter les terres, à ce rythme-là, ça nous amène vers où? Ça nous amène vers une augmentation du prix des terres. Donc ça nous amène vers un empêchement pour les jeunes agriculteurs de reprendre. Déjà que le capital d'exploitation, la ferme de tracteur, quand on reprend une ferme, il est très cher et de plus en plus cher. Il n'y aura plus de jeunes agriculteurs, si ce n'est ceux qui seront soutenus ou qui seront des prête-noms à des groupes financiers qui, eux seuls, auront les moyens d'acheter cette terre, d'acheter le capital d'exploitation, mais qui, en retour, demanderont à ce que ça crache du bénéfice, à ce que ça fasse du chiffre d'affaires. Ces dernières années, l'agrobusiness n'a cessé de se développer. Avec pour modèle la ferme-usine. La plus connue d'entre elles, c'est la ferme des 1000 vaches. Mais il y a aussi la ferme aux 1 500 000 poules. Ou encore la ferme des 120 000 agneaux. En France, une trentaine de fermes-usines existent déjà. Dans l'ouest du pays, l'une des petites dernières, c'est la porcherie du Poiroux, avec ses 23 000 cochons. Sur une route de Vendée, un samedi matin. Depuis 3 ans, des habitants de la région se mobilisent contre cette porcherie. Sans succès. Salut! Viens avec nous, on se sentira moins seul. Ce jour-là, ils marchent en direction de la ferme-usine qui vient de sortir de terre. Alors là, on arrive sur le site de la porcherie. Et comme vous pouvez le voir, derrière ces merlons de terre, vous avez donc 2 grands bâtiments où vont être élevés les truies et les 23 000 petits cochons qui vont naître ici tous les ans. Cette maternité porcine s'étend sur plus de 4000 mètres carrés. Nous aurions aimé visiter les lieux, mais les dirigeants n'ont pas donné suite à nos demandes de tournage. Les opposants, eux, dénoncent les conditions d'élevage dans les porcheries industrielles. Cet éleveur en a été témoin dans une autre porcherie. Le truc le plus stressant, c'est surtout quand on prend le porcelet à 3 jours, on le castre, on lui fait une piqûre de fer, on lui coupe les dents avec une pince électricien et on le relâche et on dit pourvu qu'il survive. Au début, vous faites attention aux cochons, mais quand vous êtes sur des porcheries où vous avez 18 porcelets à castrer, et dès que l'animal est fait, vous donnez un coup de pied et puis vous passez au suivant. Vous n'êtes plus dans l'animal, vous êtes dans la chose. C'est exactement l'inverse de ce qu'on appelle l'agriculture, ça, là, ce qu'on voit là. C'est pas de l'agriculture, ça. Ça n'a rien à voir. C'est du business. C'est pas fait pour nourrir les gens qui sont dedans, là. C'est fait pour nourrir ceux qui ont mis des investissements. Comme 10% des exploitations agricoles aujourd'hui en France, la porcherie du Poiroux est une société par action. À l'origine du projet, on trouve 3 éleveurs de cochons. Mais parmi les actionnaires, il y a aussi Kerloan, une société financière, filiale du groupe Avril, géant de l'agro-industrie. Le principal actionnaire de cette porcherie s'appelle Port Armor Évolution. Cette coopérative est elle aussi liée au groupe Avril. À terme, le groupe Avril sera donc le principal bénéficiaire de la porcherie du Poiroux.
Depuis 30 ans, le groupe Avril est un acteur industriel majeur qui finance le monde agricole. Plus de 7200 collaborateurs, un chiffre d'affaires de 6,5 milliards d'euros. Le groupe fabrique par exemple des produits alimentaires pour l'homme, pour le bétail, mais aussi des biocarburants et des médicaments pour animaux. Nos activités, très diverses, s'intègrent en un ensemble complémentaire au service du monde agricole, faisant du groupe Avril un acteur porteur de sens. Le patron du groupe Avril s'appelle Xavier Belin. Il est également président de la FNSEA, le plus gros syndicat agricole de France. C'est comme si le patron du groupe Bolloré était aussi le patron de la CGT. Pourtant, Xavier Belin exerce bien les deux fonctions. Nous avons pris rendez-vous avec le patron du groupe Avril au Salon international de l'agriculture. En pleine crise, Xavier Belin n'a jamais eu autant de sollicitations. Nous sommes allés lui demander pourquoi le groupe Avril soutenait financièrement la porcherie du Poireau. Monsieur Belin, vous êtes l'un des premiers soutiens financiers d'une porcherie industrielle qui est en Vendée, la porcherie du Poireau. Faux. Comment ça faux? Faux, vous êtes mal renseigné. Ça fait 2 ans qu'on m'envoie cet argument à la figure, c'est absolument faux. Je peux vous prouver le contraire? Ah ben vous pouvez me prouver le contraire, mais bien sûr. C'est ici. Mais vous pouvez me prouver tout ce que vous voulez. Regardez, Kerlohan est donc une filiale du groupe Avril. Et alors, vous voulez prouver quoi avec votre argumentation? Simplement que vous soutenez financièrement le groupe Avril aujourd'hui cette porcherie industrielle. Très bien. Vous voulez pas écouter ce que je vous dis? Mais je vous écoute, monsieur Belin. C'est vous qui contestez les faits ils sont là, ils sont dans les documents. Je vous explique le cheminement aujourd'hui. Le groupe Avril aujourd'hui a une filiale, laquelle aujourd'hui soutient un certain nombre d'élevages en France, en les aidant, laissez-moi terminer, en les aidant notamment sur des projets de maternité collective, pour faire en sorte que derrière, on gagne justement en modernité, en performance, en investissement. Voilà le boulot que fait le groupe Avril. Donc, maintenant, si vous voulez me démontrer le contraire... Mais non, je vous démontre pas, je vous démontre simplement que vous avez un lien directement industriel avec cette société. Avec Xavier Belin, nous devions également aborder les risques pour l'environnement d'une porcherie comme celle du Poireau. Une prochaine fois peut-être. À Poireau, la porcherie produira des tonnes de lisier chaque année. Épandues sur ces terres, ces déjections animales sont source de pollution aux nitrates qui s'infiltrent, ruissellent et contaminent les petits fleuves côtiers. Les membres du collectif opposé à la porcherie redoutent une dégradation de la qualité de l'eau. Là. Ils nous emmènent en plein cœur de la zone d'épandage. Alors, on va sortir la carte. Là. La zone d'épandage, ce sont les parcelles qui sont en jaune et en vert. Et ici, vous avez la maternité porcine. Alors, à 3 km à la ronde, là, on a 5 sources de rivières ou d'affluents de rivières du secteur qui s'en vont se jeter directement à la mer, puisqu'on est ici à 13 km de la mer. Donc on peut avancer un petit peu. Mais là, on va essayer de pas trop... Hop là. Et vous le voyez ici, on a sous nos yeux la source de ce ruisseau. Et là, on a devant nous tout le secteur qui va être épandu en lisier. Et dans la région, la qualité de l'eau est déjà officiellement classée médiocre. Qu'est-ce que vous redoutez en fait? Une aggravation, aussi simple. Une aggravation de l'état écologique des cours d'eau et donc une aggravation aussi des algues vertes sur le littoral, avec tout un tas de conséquences, et des conséquences bien entendu environnementales, mais aussi même des conséquences pour le tourisme. Ce sont précisément ces risques de pollution qui ont amené la préfecture de Vendée à rejeter en 2010 le projet de la porcherie du Poireau. Pourtant,
3 ans plus tard, la ferme-usine sera validée telle quelle par l'État. Ce revirement révolte une habitante de la région. Elle prend contact avec nous et nous envoie cette lettre. Nous découvrons un courrier signé de la main du chef du gouvernement, Manuel Valls. Sollicité par cette habitante, le Premier ministre a pris le temps de lui répondre. Il apporte son soutien personnel à la ferme-usine du Poireau. Le chiffre cumulé des animaux élevés peut, c'est vrai, impressionner. 900 truies, soit environ 23 000 porcelets à naître par an. Mais ce type d'exploitation porcine n'est pas exceptionnel. La filière porcine est une filière très importante pour la France qui doit être consolidée et soutenue. Pourquoi le Premier ministre a-t-il apporté son soutien à cette ferme-usine? Nous lui avons demandé un entretien qu'il a refusé. Nous sommes donc allés à sa rencontre dans les allées du Salon international de l'agriculture. Il y est accueilli par Xavier Belin, le patron de la FNSEA et du groupe Avril. Au bout de 2 heures de visite, nous nous glissons entre 2 producteurs de cochons. À leur côté, Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture. C'est bien, et avec des labels de qualité, etc. Label français, voilà. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous connaissez la porcherie industrielle du Poireau? Non, mais vous allez nous l'apprendre. C'est une porcherie qui est en Vendée, qui va produire chaque année 23 000 petits cochons. En 2010, elle a été retoquée par l'État pour des risques de pollution industrielle. Or, vous l'avez personnellement soutenue à travers une démarche personnelle, une lettre que vous avez envoyée, qui est ici. Regardez, et vous avez soutenu la démarche des bailleurs de fonds en soutenant cette porcherie industrielle. J'ai signé, c'est moi. Ne dites pas industriel, monsieur. Ne dites pas industriel. Pourquoi avoir soutenu cette porcherie du Poireau, monsieur le Premier ministre? On n'a que des fermes familiales en France. Pardon, monsieur le Premier ministre, pourquoi avoir soutenu cette porcherie, s'il vous plaît? Le ministre de l'Agriculture tente de venir en aide à Manuel Valls. La première étude, et on fera respecter toutes les règles et Monsieur toutes le Premier les... ministre, Non. pourquoi l'avoir personnellement soutenu? Mais vous avez envie de la question. Non, j'ai envie que vous répondiez, monsieur le Premier ministre. J'ai bien compris. Non, mais ici, Pourquoi avoir des problèmes sur l'application, la mise en œuvre de ce projet? Donc, de toute façon, on fera à chaque fois... La préfecture avait retoqué, monsieur. Non, c'était, oui, pour des raisons spécifiques de pollution. Oui, absolument. Et pourquoi l'avoir soutenu, monsieur le Premier ministre? Je ne participe pas à une émission. Là. On a les animaux ici. Le Premier ministre ne répondra jamais à nos questions. À ce jour en France, l'agriculture industrielle reste le modèle dominant de production. Allez, allez. Allez. Certains agriculteurs remettent pourtant en cause ce modèle. En Vendée, David et Anne Carco ont une très grande famille. Tu veux voir les cochons? 2 enfants, 9 truies et 80 cochons bio. Alors les petits loups, ça va-t-il? À 30 km de la porcherie du Poireau, ces agriculteurs ont créé un petit paradis pour cochons, à l'opposé d'un système industriel qui, selon eux, menace les éleveurs indépendants. L'agro-industrie a déjà pris possession de l'amont et de l'aval de la production, en tout cas en élevage, c'est-à-dire les fournisseurs d'aliments pour les animaux en amont et puis en aval, la découpe et la transformation agro-industrielle. Et puis aujourd'hui, ils sont en train de prendre possession, avec des projets comme la ferme du Poireau, prendre possession de la production elle-même, quoi. C'est-à-dire de l'endroit où on élève des porcs, et puis de déposséder un peu plus l'agriculteur de son outil de travail et de son autonomie. Pour David Carco, la disparition progressive des terres agricoles et l'omniprésence des géants de l'agro-industrie sont des signes inquiétants.
Depuis 50 ans, l'agriculture moderne productiviste a progressivement quand même détruit la paysannerie qui est quand même un mode de vie et une manière de faire qui est à l'origine de nos paysages, de la France, de l'âme de la France aussi. La paysannerie, c'est l'âme de la France. Notre pays, notre territoire, il n'est pas sorti de nulle part. Et petit à petit, on va toujours plus loin, quoi. C'est encore un peu plus de concentration, des fermes toujours plus grosses, toujours plus de productivisme, produire toujours à prix plus bas, toujours plus. Tout nous pousse vers ça. Alors peut-être qu'il faudra aller jusque dans le mur pour se rendre compte qu'il y avait un mur. Mais tant pis, s'il faut ça, on ira. Mais nous, en tout cas, on n'ira pas avec eux, c'est sûr. Nous voilà arrivés à la fin de ce film qui a duré 70 minutes. Juste le temps qu'il a fallu pour voir disparaître 9 hectares de terres agricoles sous du béton, soit l'équivalent de 14 terrains de football. Enjeux agricoles, écologiques et humains, la disparition des terres agricoles modifie considérablement nos territoires et nos modes de consommation. Et le rythme actuel risque de s'accélérer. Plus la croissance est forte, plus nous construisons de routes, d'habitats et d'infrastructures. Et plus nous grignotons nos terres agricoles. Après ce documentaire qui se termine sur cette mise en garde, le rythme de disparition de nos terres agricoles risque de s'accélérer. On ouvre le débat ce soir avec mes invités. Après plusieurs années d'alerte de la part du monde rural sur la surconsommation de terres agricoles pour d'autres usages, l'heure est au bilan. Quelles sont ces terres qui disparaissent? Quelles conséquences pour notre pays, notre vie quotidienne? Quelles solutions sont envisagées? Pour discuter avec moi, Emmanuel Yest, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de la Fédération nationale des SAFER, ce sont les organismes chargés de la protection des terres agricoles et forestières. À vos côtés, Pierre Botte.